RMC. C'est à moi que tu parles là. C'est à moi que tu parles. 10h, 13h. C'est à moi que tu parles comme ça, oui. Alain Marchal, Olivier Truchot. Pourquoi devrais-je perdre mon temps à vous écouter? Parce que je veux me faire entendre. Moi aussi j'ai une voix. Les grandes gueules. C'est là ta dernière chance. Bonjour à tous, vous êtes bloqués par la neige, rassurez-vous, les grandes gueules sont là, non pas pour débloquer la neige devant vous, on n'y peut rien, mais au moins pour vous faire oublier vos soucis pendant 3 heures. Vous êtes bloqués par la neige, vous avez envie d'exprimer votre colère, n'hésitez pas, le 32-16, c'est une véritable pagaille, vous le constatez. Non, alors pour tous ceux qui sont dans l'ouest et le nord de la France, parce que si t'es en Corse aujourd'hui, tu comprends pas ce qui se passe. La France est coupée en deux, on va y revenir dans un instant. Laissez-moi tout simplement vous dire qu'aujourd'hui dans les grandes gueules, je suis très bien accompagné. Étienne Liebig, l'éducateur. Salut Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Quelle éducation. Le coach d'entreprise, Philippe Gabillier. Salut Philippe. Salut et bonjour à tous ceux qui ont retrouvé leur raquette. Et puis l'avocat, député Gilbert Collard. Salut Gilbert. Salut les enfants, n'oubliez pas de mettre vos skis, votre bonnet, parce que il neige. Voilà. Alors là, la France est complètement tourneboulée. On va y revenir, mais Elle a la Hollande à laissez-moi l'envers, vous il donner le menu. Outre la neige, nous allons bien sûr évoquer notre opération Gégeton. C'est la phase 2, trouver des milliards dont le gouvernement a besoin. Alors la semaine dernière, on vous a demandé de faire des propositions afin d'éviter à la France la banqueroute. Nous avons sélectionné vos 10 meilleures propositions sur le site rmc.fr. Et maintenant, à vous de voter pour la proposition qui devrait, selon vous, être appliquée dès cette année par le gouvernement héros. La liste, vous la connaissez, c'est sur le site rmc.fr. Mes chers grandes gueules, tout à l'heure, vous allez vous aussi faire un choix. Quelle est la meilleure des 10 propositions de ceux qui nous écoutent. Nous reviendrons également sur l'autre événement de la journée, le conclave. Les 115 cardinaux électeurs vont entrer en conclave aujourd'hui, mais le mode opératoire tout de même de cette élection appartient à un autre temps. Autrement dit, le conclave, n'est-ce pas totalement ringard en 2013? Le 32-16, si vous êtes d'accord ou pas, appelez les grandes gueules. Et puis on s'interrogera également sur cette proposition d'un député UMP qui souhaite la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. Il s'appelle Philippe Meunier. Il était venu une fois dans les grandes gueules et il juge scandaleux que de tels individus jouissent des bienfaits et des droits attachés à la qualité de citoyens français. Au moment où on vient d'arrêter de nouveaux terroristes présumés du côté de Marignane, des Français, eh bien faut-il effectivement, lorsqu'ils ont les deux nationalités, proposer cette déchéance de nationalité? À vous de le dire également au 32-16. Allez, c'est parti. La neige, l'ouest et le nord de la France paralysés par la neige, des milliers de naufragés sur la route, des Normands privés d'électricité, des transports en commun, trains et tramways à l'arrêt. Pourquoi cette pagaille alors que Météo France avait tout prévu? Pourquoi la France ne sait-elle pas faire face à la neige? On est bloqué ici depuis 17h, à peu près 17h30. On attend. On est bloqué, ça je le sais. Mais vraiment pas ce qui se passe. Puis on n'est pas mis au courant, c'est surtout ça qui est important. Puis surtout on a froid. On a froid et la route n'est pas dégagée, les verglas et si ça repart, je me demande comment ça va aller, quoi. Le train est parti de Marseille il y a 3h30 et après on est arrivé à Rouen et depuis on est bloqué, on a dû passer la nuit ici. On a vu des phoques en Normandie, parce que c'est la Sibérie, la Normandie. La région parisienne est également touchée par la neige. À l'instant même, on apprend que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, active la cellule interministérielle de crise de la place Beauvau. Alors, on va faire un bonhomme de neige, là. Oui. Tu connaissais, Gilbert, cette cellule interministérielle de crise lorsqu'il neige? Non, mais voilà, c'est un gouvernement qui fait face aux graves problèmes que la France connaît. Ils sont capables, quand il neige, de mettre le bonnet, de mettre l'écharpe, de mettre les souliers à crampons, l'écharpe blanche. Et puis, comme il s'envoie de temps en temps des nions, cette fois-ci, ça va être peut-être une bataille de boules de neige. On a vraiment un gouvernement qui fait face aux problèmes de l'humanité. Alors aussi, dans les grandes gueules, nous avons notre naufragé. C'est Claire au Petit. Claire qui devait être avec nous ce matin et qui est restée bloquée chez elle. Salut Claire. Mais qu'est-ce que mais Claire, comment tu te démerdes pour ne pas venir jusqu'ici? Bonjour à tous. Bonjour Claire. Moi aussi, parce que voilà, j'avais prévu tout.
Hein. Alors il faut rappeler que tu habites à la campagne, dans l'Eure. Oui, mais enfin, j'habite dans l'Eure, mais qui ne se trouve qu'à 70 km à peine au-dessus de Pontoise. Je ne suis pas au fin fond de la Normandie. Non, c'est pas pensable. Là, je suis en train de regarder mon jardin. Je vous assure que nous voyons quand même les petites l'herbe, voilà, nous avons quoi? Donc il y a pas 50 cm de neige, quoi. Ah non, absolument pas. Bah pourquoi tout est paralysé? Attends, mais c'est de la folie. Moi, je me suis levé à 4h, j'avais tout prévu, je suis parti à 5h30, je fais 17 km, nous arrivons dans une petite ville juste devant Étrépagny, et là, pour 500 mètres de neige, qui est avec quoi 70 cm, mais quand même, il faut dire que j'ai les pneus neige, j'avais tout prévu, pneus neige, et également mes chaînes. Les chaînes ont été défaites, vous avez 70 à 80 cm de neige là, et vous êtes complètement bloqué, c'est fini. Vous n'avez absolument personne, rien, mais alors rien. Sinon, et je remercie Paul, un petit paysan, gentil comme tout, avec son tracteur. Ah, voilà le tracteur, l'avenir de la France, c'est le tracteur. Alors qui est ce Paul, alors qui lui est arrivé gentiment avec son fils de 15 ans pour nous sortir de là. Tout simplement. D'accord. Sinon, rien. Mais attendez, attends, Claire, on n'avait pas salé les routes parce que il faut quand même préciser que Météo France avait alerté tout le monde, vigilance orange. On savait précisément qu'il allait neiger beaucoup en Normandie, un peu moins en région parisienne, mais comme il fait froid, ça tient. Il y a un vent en plus qui accentue cette impression de froid. Et malgré tout ça, c'est vrai qu'on s'étonne, Philippe Gabillier, de voir que ce matin les tramways ne fonctionnent pas, notamment en région parisienne, que la SNCF à 8h20 fait enfin un communiqué pour dire aux Franciliens restez chez vous. Alors voilà, c'est bien, t'es content à 8h20 de l'apprendre. On a toujours l'impression qu'on tombe des nues dès qu'il y a un épisode neigeux. Moi j'ai surtout c'est une véritable honte. Mais c'est une honte. Philippe Gabillier. Ouais, mais tu vois, je crois qu'on vit aussi dans une espèce de fantasme du contrôle de tout. Sous-entendu, sous prétexte qu'on est prévenu qu'il y a du danger, on devrait pas y avoir de problème, quoi. Mais c'est comme ça dans tout un tas de domaines, même beaucoup plus graves. Tu peux être prévenu qu'il y a du danger, qu'il y a du risque, tu prends un certain nombre de précautions, puis quand le truc arrive, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la vie, quoi. Oui, mais ça a des conséquences, Philippe. Ça a des conséquences économiques. Il y a des gens qui sont bloqués depuis 2 jours sur la route. Non, mais toi, t'es le Parisien bien confortable. Absolument. Mais moi, j'ai mon métro a eu du retard ce matin. Je vais me casser la gueule en venant. Quand même, attends, tu parles de danger, de péril, mais c'est quand même pas un ouragan, écoute. Oui, en plus. C'est une petite neige gentillette qui tombe. Et ça paralyse tout. Et le pays est complètement paralysé. Oui. Mais ça veut dire qu'on a des infrastructures qui sont obsolètes, quoi. Pourquoi le tramway ne fonctionne pas, tiens, explique-moi. Les infrastructures, d'abord, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui, comme quand on était gamin, pour ne pas aller à l'école, il faisait un peu froid, donc on n'allait pas à l'école, quoi. Voilà, bon, là on va pas au boulot, bon, c'est le vieux syndrome. Tu penses qu'il y a des tirs au flanc en profitent, là ? Des tirs au flanc, un peu, pas beaucoup, mais un peu. Mais surtout, c'est qu'on a des infrastructures qui sont complètement obsolètes, quoi. Le tramway, c'est pas obsolète, ça a été construit il y a quoi, 2-3 ans. Non, mais explique-moi pourquoi au Canada tout fonctionne. Je vais te le dire pourquoi. Bon. Parce que quand dans un pays il neige 200 jours par an, tu investis énormément. Mais d'accord, mais là. Non mais attends. En France il neige. Attends. Mais je peux comprendre. En France il neige 10 jours par an. Mais c'est pas la toundra. Attends, il neige 10 jours par an. Il y a même des années où il neige pas du tout. Il y a des régions comme la Normandie où il est très rare qu'il neige. Il y a des paquets de neige en Normandie. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient pas de déneigeuse, qu'ils aient pas de réserve de sel énorme. Claire. Je suis désolée. Il neige jamais. 3 ans. Mais attends, Étienne, je suis désolée, je peux en parler là, de la Normandie. Ça fait 3 ans que j'y suis, et vraiment à 50 km au-dessus de Pontoise. Ça fait 3 ans. C'est le début de la Normandie, oui. Voilà, c'est juste le début, vraiment tout à fait le début. Ça fait 3 ans que nous avons de la neige. Non, mais en Normandie, au bord de la mer, il neige pas d'habitude, tu vois, c'est la première année. Mais non, au bord de la mer, il neige pas. Étienne, s'il te plaît. Écoute-moi, t'habites pas au bord de la mer. J'y suis, ok ? Donc là, quand on parle aussi de la Normandie, moi c'est en Haute-Normandie, c'est-à-dire que je suis à 15 km de Gisors, et exactement à 48 km de Pontoise. Donc tu vois, mais c'est déjà la Normandie quand même. Quand tu vois que tu ne peux même pas aller travailler parce que tu as tout simplement 70 mètres de neige parce que le vent ramène, et que là tu n'as aucun service, rien. Sinon que ces gentils paysans qui viennent sortir ta voiture et qu'on va nous payer des impôts et des impôts locaux, inutile de dire que la maire d'Étrépagny, je vais me la faire. Comment se fait-il, alors que tout est prévu,
que nous sommes sur une départementale, que tout va bien et que pendant 2h30, on ne peut pas rentrer dans sa ville alors qu'il y a simplement 60 mètres de neige. Centimètres, tu veux dire? Oui, pas non, mètres. Non, en 60 longueur, mètres. En longueur. Ah oui, en longueur. En longueur. Claire calcule la neige en longueur, pas en hauteur. Mais oui, non, mais tu as tout simplement le vent qui ramène à un endroit avant de rentrer dans sa ville sur 70 mètres. Il est 5h30 du matin et jusqu'à 8h du matin, tu ne vois personne. Oui, mais enfin, c'est une situation exceptionnelle, reconnais-le. Mais non, c'est chaque année. Mais c'est chaque année la même chose. Écoute, chaque année, c'est le bordel. Chaque année, on découvre. Oui, mais voilà, mais ça dure 3 jours. Mais d'accord, mais chaque année. On va pas investir 1 milliard pour 3 jours. T'as rien à foutre, toi, c'est ton affaire. Il y a des gens qui ont du boulot. Mais on n'est pas tous des éducateurs. Pas tous en même temps. Il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, qui ont du travail. Et chaque année, si tu additionnes les problèmes que nous avons, ça dure depuis maintenant 30 ans ou 40 ans. Merci Claire, on va te laisser avec tes problèmes de neige. Claire, bon courage et à très bientôt. Merci, à bientôt. C'est quoi ce chien On va avoir très rarement des problèmes de ce genre, simplement dans les bleds de montagne. C'est aussi un problème personnel. Aujourd'hui, dans Paris, intramuros, même en proche banlieue, qui ici, dans tous ceux qui viennent bosser sur Paris dans la journée, qui ici a le pneu neige, le machin si nécessaire, même au niveau en Allemagne, c'est obligatoire le pneu neige. On n'est pas en Allemagne. Pourquoi pas? Mais parce que c'est... Ah oui, mais c'est marrant, on n'est pas en Allemagne. On n'arrête pas de se comparer avec les Allemands, mais là, il faudrait pas faire comme eux. Il y a 365 jours dans l'année, on va avoir 3-4 jours dans l'année où on parle de ça et on va passer une demi-heure à parler de ça. Pourquoi ce matin, les trottoirs de Paris, il y a beaucoup de petits vieux à Paris qui vont se casser la gueule aujourd'hui. Pourquoi les trottoirs de Paris n'étaient pas salés ce matin? Alors que ça fait 3 jours qu'on nous explique qu'il va neiger, qu'il va geler. Il faudrait faire passer une loi interdisant à la neige de tomber pendant les vacances scolaires. Voilà. Et donc ça veut dire que les fonctionnaires sont en vacances, ils n'ont pas eu le temps de saler ce matin, c'est ça? J'en sais rien, c'est peut-être la faute à la mairie de Paris. Mais c'est un fonctionnement. Ils sont nombreux. Mais non, mais c'est un fonctionnement total. Tu as les 35 heures, tu as les arrêts maladie, tu as toutes ces conneries. La gauche. Mais non, mais la gauche n'est pas les homosexuels. Qu'est-ce que les homosexuels ont à voir avec la neige? C'est vrai que depuis que François Hollande est là, il neige beaucoup. Depuis qu'ils veulent se marier, les homosexuels, c'est pas parce que tu as les couilles froides qu'il faut voir les homosexuels partout. Attendez, là ça dérape là. Ça dérape comme sur la route. Froide entre nous. Non, enfin c'est incroyable de mettre l'homosexualité. Tu étais homophobe finalement. Non, mais totalement. C'est à cause d'eux qui neige, moi je pense. Non, mais quelque part ton inconscient est homophobe. On parle de la neige, tu mets les homosexuels dans la neige. Alors il y a aussi tous ceux qui prennent la route malgré les conseils de prudence. Donc il y a aussi quand même une responsabilité individuelle. Il y a 2000 naufragés de la route qui ont été dénombrés la nuit dernière, notamment dans l'ouest de la France. Donc on les a pris en charge, logés, on a ouvert des gymnases. Mais en même temps, c'est vrai que on savait qu'il fallait pas prendre la route, Étienne. Mais oui, il y a quand même une responsabilité individuelle. Moi, je suis un peu surpris. Il y a quand même une responsabilité individuelle. Mais par exemple, quand tu sais que tu peux pas te rendre à l'aéroport le matin parce que ça va être gelé, bah tu pars le soir, quoi. Hein, puis tu dors où tu peux. Je veux dire, il y a un moment, il faut prendre aussi individuellement ses responsabilités. On peut pas sans arrêt culpabiliser l'organisation d'un pays. Je veux dire, de tout temps, la neige a bloqué des gens qui allaient bosser. Il y a 30 ans, la neige bloquait. Et ben ce jour-là, on allait à pied au taf. C'est à un moment, il faut. Les enfants restent à la maison. Mais les enfants restent à la maison, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut pas sans arrêt demander à l'État d'être responsable de tout et de tout assumer. Non, mais d'accord. On peut demander en revanche, par exemple aux entreprises, si aux acteurs privés, d'être aussi un peu responsables, ne serait-ce que par rapport à leur personnel. Je vais donner un exemple que j'ai vu moi il y a pas longtemps. C'était il y a quelques semaines de ça. Voilà, dans une entreprise qui est une entreprise, vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas de toute façon la citer. On est dans un environnement, on va dire, parapublic. Il y a un collaborateur qui est pas un mec, je dirais, stratégique dans la boîte. Mais il est un mec, il habite super loin, intempéries, etc. Il s'est reçu un coup de fil de sa patronne, lui ordonnant de prendre sa bagnole, même s'il devait mettre 2 heures pour venir, parce qu'il fallait qu'il soit là et que s'il venait pas, il y aurait. Et le gars, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est pas un grand cadre sup, c'est pas. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a pris sa bagnole, il est venu.
Et donc, il s'est rien passé, tout va bien. Mais là, il y aurait eu un carton. C'était incroyable. Aujourd'hui, je serais curieux de savoir, par exemple, dans les grandes boîtes, tu vois, est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, des mesures qui sont prises pour les collaborateurs qui habitent très loin? Attendez, sur ce jour-là, en tout cas aujourd'hui, parce que c'est un jour un peu particulier, bon, allez, on va arranger le coup. Et c'est comme les jours de grève où tu passes 3 heures dans le métro à arriver pour être payé. La plupart du temps, quand il neige, on comprend tout à fait que les employés ne puissent pas venir. Ça dépend. Oui, la plupart du temps. Non, mais là, c'est pas ce que Quoi, ça dépend? Un exemple, du reste, le patron dont tu parles aurait été responsable si un accident était survenu. Ça c'est sûr. Alors nous sommes avec Paul, conducteur routier, donc en première ligne, avec ses intempéries. Salut Paul, merci d'appeler au 32-16 dans les Yvelines, bloqué par la neige? Non, là je suis pas dans les Yvelines, là je suis sur Rennes, là, en Bretagne. Ah bon, non, rien à voir avec les Yvelines, effectivement. Il y a pas de neige en Bretagne. À Rennes, il y a pas de neige. Il y a de la neige, il y a du verglas. Il y a ce matin, il y avait du verglas. Bon, et alors vous êtes bloqué? Ah non, je suis bloqué parce que je suis pas vidé, puis j'attends mon client et qui lui doit être bloqué. Donc la société est fermée, n'est pas ouverte et je peux pas vider. En même temps, tout le monde était prévenu de cet épisode neigeux. Voilà, alors tout le monde était prévenu, mais là c'est ce que je dis au standardiste qui a décroché. C'est que depuis ce matin, j'écoute tous vos auditeurs et tout ça, j'ai un peu l'impression que le Français, avec sa voiture, il est devenu assisté. C'est-à-dire que si la voiture travaille pas pour lui-même, avec les antipatinages, il sait plus reprendre sa voiture à la main. Bah, on sait pas. J'ai débloqué, pas pour cette année, mais les autres années, j'ai débloqué pas mal de bagnoles. Vous savez, quand les camions sont bloqués, donc vous aidez les voitures. Je vois les gens ne savent plus reprendre leur voiture à la main. On n'a jamais vous êtes en train de dire que finalement on ne sait pas conduire dès qu'il y a 2 cm de neige, quoi. Voilà. Et j'ai fait au mois de janvier, c'est ce que je disais à votre standardiste, j'ai fait au mois de janvier tout un mois de Suède. Il n'y a pas qu'en France où il y a de la neige. En Suède, il y en a un peu plus. Je n'ai pas eu le moindre problème. Ah bah oui, bien sûr. Oui, mais parce que j'imagine que Paul, j'imagine que le conducteur suédois, ça fait partie de sa formation de conducteur, d'apprendre à rattraper un véhicule qui dérape. En France, lorsque vous passez votre permis, on vous apprend pas tout ça. Ah bon, on vous apprend pas, mais enfin, c'est parce que j'ai fait pas mal d'années de Suède avant. Bah oui, mais vous êtes un professionnel, vous, Paul. Comment? Vous êtes un professionnel, mais écoutez, quand je monte en Suède, j'ai pas fait mes formations non plus. Il faut le deviner. Mais je pense qu'un quelqu'un qui passe son permis de conduire en montagne apprend à conduire sur la neige. Si tu passes ton permis de conduire à Toulon, tu vois, t'as peu de chance d'apprendre à conduire sur la neige, quoi. Ça n'a rien à voir. J'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui disait les infrastructures. Je pense que c'est pas un problème d'infrastructure. Merci Paul, qui on appelle donc à une formation des conducteurs pour apprendre à rattraper un véhicule qui dérape sur la neige. C'est vrai que je suis désolé, la neige dans un pays comme le nôtre, qui est un beau pays très grand, n'a pas la même signification partout. Moi, je suis né à Bordeaux, moi je suis à Toulouse, Béziers, etc. Dès qu'il se met à neiger, mais là vraiment, alors là, pour le coup, les gens ils ont pas l'habitude, mais ils s'appellent du tout. Ici à Paris, quand même, il neige un peu de temps en temps. Faut pas non plus pousser trop le bouchon. Énormément de réactions sur notre site rmc.fr. Bonjour mes chères grandes gueules. À chaque épisode neigeux, c'est ce que nous écrit Fabrice de Nevers dans la Nièvre. À chaque épisode neigeux exceptionnel, c'est toujours la même chose. Des conducteurs râlent parce qu'ils sont bloqués faute de déneigement. Mais ces mêmes conducteurs sont des contribuables qui vont râler de savoir qu'il y a des hommes et du matériel en astreinte, payés à rien faire toute l'année, prêts à décoller en cas de neige. C'est pas faux. C'est pas faux aussi. C'est possible. C'est vrai. Non, mais ce qui est quand même vachement surprenant, c'est que la neige est annoncée, on sait qu'il va neiger, et on découvre qu'il neige comme si c'était un phénomène inattendu, quoi. Oui. Moi, c'est ça qui me paraît tout à fait surprenant. Et puis quand même, l'effet médiatique de la neige. Écoute, tu prends le Parisien, ça fait la une. Bah oui, bien sûr. C'est incroyable, quoi. C'est quand même pas un événement extraordinaire. À 10 jours du printemps, ça surprend tout le monde. Ouais, d'accord, enfin de là en faire un événement. Réaction de Michel pour les bourgeons. Réaction de Michel de Grenoble. Alors là, si les bourgeons sont attaqués, c'est très vrai. Nous n'avons qu'à faire comme en Allemagne, rendre obligatoire les pneus neige. Comme cela, les moyens de déneigement pourront faire leur travail sans être bloqués par des voitures en travers. Réaction de Henri de Lille. Bonjour, la région lilloise est au ralenti. C'est vrai que Lille est paralysée par la neige ce matin. Pas de transport, école fermée. J'habite en périphérie de Lille, à Seclin précisément, et les saleuses passent depuis hier après-midi. La situation est difficile en fait à cause du vent qui crée des congères par endroits. Comme beaucoup, je reste au chaud à la maison et je peux vous écouter, mes chères grandes gueules. Eh bien, écoutez, on pense à vous
Henri, vous êtes au chaud. Et puis il y a également Christophe qui intervient. C'est Étienne qui a raison. On ne peut pas comparer la France avec des pays comme le Canada qui, la moitié de l'année, est sous la neige. Et si on investissait des millions dans l'équipement pour 3 jours par an de neige, les grandes gueules, vous serez les premiers à gueuler. Et en revanche, je voudrais rappeler et préciser qu'on a une de nos grandes gueules qui est Elina Dumont qui nous a rappelé que ce qui est grave aujourd'hui dans l'épisode neigeux, et ça personne n'en parle, c'est qu'en fait cet épisode neigeux, s'il devait se poursuivre, il intervient à J-2 par rapport à la fin de période de fin d'expulsion. Et pour aller dans ton sens, on a retrouvé un SDF mort à Saint-Brieuc. Un SDF mort. Victime, en tout cas, Elina, merci de nous avoir interpellé dans un instant, David au 32-16, chef d'entreprise qui ne comprend pas pourquoi un peu de neige bloque la France, en tout cas une partie de la France. Et puis moi, je voudrais savoir, et j'en appelle à vous au 32-16, pourquoi ce matin le tramway ne fonctionnait pas à cause de la neige. Je n'ai pas d'explication. J'attends le conducteur au 32-16. À tout de suite dans les GG. RMC, Olivier Truchot et les grandes gueules. Avec aujourd'hui l'éducateur Étienne Liebig, le député avocat Gilbert Collard et puis notre coach en entreprise Philippe Gabillier. Et vous, au 32-16, la neige qui paralyse le nord et l'ouest de la France, la neige qui pose toujours de gros soucis à la France. Pourtant, tout était prévu. Pourquoi le tramway, par exemple, ce matin ne fonctionne pas? En tout cas, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a décidé d'activer la cellule interministérielle de crise. Nous sommes avec nos naufragés. Alors tout à l'heure, Claire Aupetit, qui n'a pas pu rejoindre les studios ce matin d'RMC, bloqué par la neige. Nous avons aussi notre instit normand, parce qu'en Normandie, ce sont des paquets de neige qui sont tombés depuis plusieurs jours maintenant. Sylvain Grandserre, salut. Oui, bonjour Olivier, salut. Tu nous envoyais un petit mail, Sylvain, pour nous dire que toi, tu es près de Rouen, mais à la campagne, tu n'avais jamais vu ça. Mais oui, et puis, si tu veux, je suis un petit peu énervé par certaines réactions d'automobilistes virils qui ont toujours leurs testicules en bandoulière. Il y a qu'à mettre des chaînes, il y a qu'à avoir des pneus neige, il y a qu'à savoir conduire. Mais ce n'est pas du tout la situation que nous vivons. Moi, je n'ai jamais vu une telle quantité de neige, donc c'est pas du tout quelques flocons qui tomberaient comme je l'ai entendu. Et puis surtout, il faut comprendre une chose. Le problème principal, ce n'est ni le verglas, ni la neige, ce sont les congères. C'est-à-dire ces amas de neige provoqués par le vent glacial d'Est et qui forment des murs. Il y a des murs sur les routes. Et du coup, les automobilistes viennent se mettre les uns derrière les autres. Sylvain, c'est la crise des congés repayés. Sylvain, oui, d'abord, c'est la crise des congés repayés, comme dit notre Mais tu vois, Sylvain, tout le monde se moque de toi parce que c'est le mépris des gens qui viennent à Paris. Moi, je suis d'accord avec Sylvain. Je le plains de tout mon cœur, Sylvain, attends. Sylvain, défends-toi. Collard te plaint. Sylvain, t'as pas les ongles gelés, t'as pas les doigts gelés, non? Non, ni ça, ni autre chose. Non, mais les doigts de pied tiennent, oui, est-ce que tu peux bien bouger? Non, excuse-moi. Attends, Sylvain termine, Non, mais je suis très inquiet, non, mais c'est vraiment vital. Est-ce que tu peux faire bouger tes doigts de pied? Oui, enfin, je vois qu'il y en a quand même qui ont le cerveau qui est congelé, ça se désire visiblement. Non, mais le cerveau congelé, c'est pas grave. Ce qui compte, ce sont les doigts de pied. Parce que tu peux. Laissez terminer, Gilbert. C'est très important, là, il est peut-être en train de mourir de froid. Et on rigole. Pas tous en même temps. Sylvain termine au téléphone. Vas-y, Sylvain. Allez, non, mais je veux bien faire vite, simplement. Il faut que vous compreniez qu'une fois que les automobilistes sont bloqués sur les routes, quand bien même on aurait de formidables déneigeuses, elles ne peuvent pas passer, on se gêne les uns les autres, on se bloque. Et voilà comment on a eu 600 naufragés de la route cette nuit, auxquels je pense c'est des situations terribles. Enfin, vraiment, comprenez bien que si le réseau est bloqué à ce point-là, c'est parce que la situation est complètement J'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a pas école chez toi, tout est paralysé. C'est la première fois en 20 ans que je ne peux pas rejoindre mon école, le supermarché du coin est fermé, l'université de Rouen est fermée, il y a des passagers de la SNCF qui ont dormi à la gare de Rouen cette nuit. Voilà, on n'est pas juste sur un petit épisode neigeux passager. C'est exceptionnel. Mais ça ne justifie pas. En même temps, c'est révélateur de notre envie de tout le temps dominer la nature. Voilà, il y a des moments, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a des tempêtes. On n'est pas toujours les plus forts. Voilà. Et l'espèce de virilité que je ressens là chez certains, à croire qu'on peut toujours passer au-dessus des éléments, ça me fait doucement marrer. Voilà, il y a des moments, faut s'incliner, faut rester au calme, et ça va passer. C'est pas grave. Bon courage. Alors reste au chaud, Sylvain. Salut. Merci. Je vous écoute. À très bientôt dans les grandes gueules. Mais d'un autre côté, là où Sylvain a
clairement raison. C'est que le principe de précaution, juste, au bout d'un moment, ça s'arrête. Parce que moi, je dis, Étienne, bon, ça coûte, si ça doit coûter un bras, on va pas quand même encore rajouter des investissements pour un épisode, même grave, neigeux, etc. Tout ça, je suis désolé, on en a plus de pognon, et ça coûte du pognon. En même temps, lorsque une bonne partie du pays est paralysée pendant 2 ou 3 jours, ça a aussi un coût économique pour la vie économique de notre pays. Je voudrais donner la parole à David qui nous attend depuis un petit moment au 32-16. Il est chef d'entreprise dans les Hauts-de-Seine. Salut David. Bonjour les GG. Bah écoutez, vous m'enlevez le mot de la bouche, très cher. Quand j'entends des choses comme ça, dire que ça sert à rien de dépenser, etc., mais c'est de la pure connerie. Moi aujourd'hui, je perds juste 5 000 €. Voilà, juste au passage. Pourquoi vous les perdez? Comment vous les perdez? Parce que vous faites quoi déjà? Je suis chef d'entreprise dans le loisir, c'est-à-dire que je reçois des groupes, etc. dans le loisir. Voilà, j'ai des sociétés ce soir qui viennent faire des séminaires, des team building, et bah ils ont annulé, ils annulent. Voilà. Moi, je suis debout depuis 5h du matin. J'ai pas vu une saleuse dehors. Donc, des précautions, on peut les prendre à 5h du matin, à 4h du matin. Ah, ça, je suis assez d'accord avec vous, moi, David. J'ai traversé Paris. Ça salait. On n'avait pas salé les trottoirs, on n'avait rien salé, pas les routes. Je comprends pas. Météo France avait juste prévu ça depuis 4 jours. Ouais. Mais en France, on s'en tape. En France, c'est le pays des feignants, on s'en tape. À 5h du matin, il n'y a pas une saleuse dans les rues, il n'y a rien du tout. Et après, on attend 10h du matin, quand il y a des bouchons. Ah ouais, ça roule pas. Mais allô? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas anticipé, enfin, les administrations n'ont pas anticipé. Mais personne, Météo France a prévu l'histoire. Ça sert à quoi d'avoir Météo France? Ça sert à quoi? Oui, non, je suis assez d'accord avec vous. D'être au pied du mur pour se bouger le cul. Et je sais toujours pas pourquoi le tramway ne fonctionne pas ce matin à cause de la neige. Pas de bus, pas de tramway, j'en passe des meilleurs. Moi, j'habite dans le 95. Le vrai problème, c'est pour ça que les gens prennent leur voiture ensuite. On aurait pu quand même, compte tenu des informations qu'on avait, on avait tout, faire le minimum. Bon, voilà. Pourquoi le tramway ne marche pas? Il y a plein de choses à faire. On est en France, on n'est pas en Roumanie ou dans des pays. En Roumanie, ils sont habitués à la neige dans certaines régions. Il n'y a aucun problème. On se voit dans un pays sous-développé. En France, dès qu'il arrive quelque chose, ça y est, c'est la fin du monde. Je suis assez d'accord. En région parisienne, le nombre d'agents municipaux, départementaux capables d'intervenir, le tramway, il y a pas 40 cm de neige à Paris, hein, donc. Mais non, c'est clair. Faut arrêter. Moi, on ne sait toujours pas pourquoi le tramway ne fonctionne pas. On ne sait toujours pas. Moi, j'attends l'info. Je sais pas. C'est le freinage. Vous savez pourquoi il fonctionne pas? Parce que apparemment, ils ont peur justement des transports, etc. par rapport au froid et au gel. Ah bon? C'est tout simplement ça. Et puis aussi parce que les conducteurs de tramway n'ont peut-être pas pu venir aussi sur place. Moi, je suis passé devant un dépôt de bus à RATP, il était plein à craquer. Les bus sont tous à l'arrêt. Et à un moment donné, il faut arrêter en France, quoi. Ouais, mais alors, vous voyez, on nous pousse à prendre les transports en commun toute l'année en nous expliquant que bientôt on n'aura plus besoin de la voiture, notamment dans les zones urbaines. Et dès qu'il y a un problème, finalement, ce qui marche pas en premier, c'est les transports en commun. Je rappelle quand même que partout, on a le principe de précaution. C'est parce que quand il arrive un accident, quand il arrive une tuile, c'est une véritable catastrophe pour la boîte à qui c'est arrivé, y compris la RATP. À côté de chez moi, quand il y a un flocon qui tombe, on ferme les parcs. On ferme les parcs, c'est une législation. Les gamins n'ont plus le droit d'aller dans les parcs, plus personne n'a le droit de passer dans les parcs, même s'il y a un flocon. Les bus ne conduisent pas parce qu'effectivement ils vont déraper et que la RATP veut pas prendre le risque qu'à un moment elle soit accusée d'avoir pris un risque parce qu'il neigeait. Si jamais il arrive quelque chose, on lui tombe sur la gueule, on lui dit vous avez conduit, vous avez fait fonctionner vos bus alors qu'il y avait du gel, vous êtes complètement inconscient, donc effectivement on fait pas démarrer les bus. C'est-à-dire que faut choisir, soit on couvre les gens qui prennent les risques et en disant vous avez pris le risque mais vous êtes couverts, soit alors on fait le principe de précaution. Tu vois, la prise de risque, on peut la minimiser, on peut l'anticiper, on peut la prévoir. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Mais la RATP, ils ont pas le courage de le faire parce que s'il leur arrive une tuile, mon pauvre vieux, tu sais pas ce qui leur tombe sur la tête. Hein. Avec tous les couloirs de bus qu'il y a dans Paris, on n'est pas capable de saler un couloir de bus. On a qu'à saler les couloirs de bus, effectivement, et privilégier les transports en commun parce que il y a plein de gens aujourd'hui qui ont pris leur voiture parce qu'il y avait il y a des métros qui sont bloqués, la ligne 13, la ligne 8, parce qu'il y a des parties aériennes. Sans faire dans la surenchère des mesures qu'on pourrait prendre. Il y a quand même des mesures de base, toutes simples, qu'on doit prendre quand on sait qu'il va y avoir un épisode neigeux. Bon, c'est quand même pas normal. Tu as raison quand tu parles du Canada en disant c'est un pays où la neige tombe souvent, ils sont habitués. D'accord. Non, mais c'est un argument que je reçois, il est vrai. Mais entre l'organisation du Canada
et la nôtre, où on n'est même pas au niveau du traîneau, il y a quand même une différence. Moi, je voudrais Allez, quand même rappeler un truc. Là, on est en train de raisonner entre Parisiens. Moi, je voudrais quand même rappeler un truc. Aujourd'hui, sur Paris Intramuros, 70% des personnels ouvriers et employés, les mecs qui font les manutes, etc., tous ces gens-là, 70%, ils habitent en banlieue. Donc s'il n'y a pas eu le salage, etc., c'est parce que les mecs, ils n'ont pas pu partir de leur banlieue. Les infrastructures à Paris, elles sont faites avec des mecs qui habitent en banlieue. Moi, quand je prends le métro à 6h du matin, c'est en lointaine banlieue. Et ça, faut quand même y penser aussi, hein. Non, mais c'est même pas une question de lointaine banlieue. Je viens de la banlieue, j'ai bien 95 à côté d'Anguin. Même en bas de chez moi, il y a un gardien, normalement, se disant, avec 200 € de charges que je paye par mois, là où j'habite. J'ai pas eu un grain de sel en bas de chez moi. Il est énervé, David, aujourd'hui. Bon, allez. Mais non, mais c'est parce que franchement, on est comme la France, un pays soi-disant puissance mondiale, etc. Il y a 3 flocons de neige, on arrête de travailler, on perd de l'oseille tous les côtés. On paye des impôts locaux, on paye plein de choses. Merci David, merci d'avoir appelé au 32-16 et bon courage donc pour aujourd'hui. On va terminer, s'il vous plaît, messieurs, avec 2 réactions sur Internet. Tout d'abord, celle d'un taxi, Jean-Baptiste d'Alfortville. Je suis taxi sur Paris, j'ai pas de pneus neige et je bosse aujourd'hui. Mais si on apprenait aux personnes à conduire sur la neige, en fabriquant des circuits, ça changerait les choses. Moi, je me régale sur la neige. Alors, on peut laisser faire la nature plutôt que de saler les routes. Voilà, un homme heureux, Jean-Baptiste, qui se régale sur la neige. Et puis cette réaction de Marie-Annick également du 92. Bonjour les grandes gueules. Vous devriez demander aux écologistes de Paris qui prônent l'interdiction de la voiture à Paris pourquoi aucun transport en commun ne fonctionne lorsqu'il y a un petit problème climatique. Et oui, c'est pas faux. Il y a un paradoxe. Bon, allez, dans un instant, on va laisser la neige de côté. Dans un instant, les grandes gueules vont faire le point sur la phase 2 de notre opération, le GGton, des milliards dont le gouvernement a besoin la semaine dernière. Nous avons des idées, enfin surtout vous avez fait des propositions sur rmc.fr, on a retenu les 10 meilleures propositions et les grandes gueules vont maintenant les commenter. RMC, flash spécial. Mais on ne vous oublie pas, vous, naufragez la route, on fait le point sur les difficultés provoquées par la neige avec Barthélémy Bob. Bolo. Et tout d'abord, le Calvados et la Manche sont maintenant passés en vigilance rouge. Il y a maintenant donc 30 départements aussi en vigilance orange. La neige se décale vers l'est de la France. Les zones les plus touchées sont la Normandie, la Manche et la Seine-Maritime. Entre Cherbourg et Caen, la N13 est coupée dans les deux sens. Plusieurs accidents de poids lourds sur l'A1 et l'A16. Plusieurs centaines de voitures sont bloquées sur la chaussée. En Ile-de-France, toujours 120 km de bouchons sur le périphérique. Autour de la capitale, coupure de l'A1 dans le sens Paris-Lille à Fleucourt. Pareil pour la jonction A10, A11 au niveau de Saint-Arnoux en direction de Paris. La chaussée est en cours de traitement. Les trains sont aussi très perturbés. La SNCF conseille aux franciliens de ne pas venir sur Paris. Un conseil aussi, éviter au maximum de prendre la voiture autour de la capitale. Au niveau des trains, la circulation est très difficile. La gare de Lille est fermée. En Ile-de-France, le réseau francilien est arrêté, de même que les lignes de RER. Le métro, par contre, roule normalement. Merci Barthélémy Bolo. On vous retrouve à 11h pour un nouveau point sur ces difficultés. À tout de suite dans les grandes gueules. RMC, Olivier Truchot et les grandes gueules. Avec aujourd'hui Étienne Liebig, l'éducateur, Philippe Gabillier, notre coach en entreprise, et puis l'avocat, le député Gilbert Collard. Tout à l'heure, au Pays d'Hollande, on reviendra sur la visite de 2 jours de François Hollande à Dijon, un peu chahuté, puis surtout on a vu un service d'ordre quand même assez costaud. Alors dès qu'il y avait un syndicaliste ou un militant un peu excité qui voulait dire ses 4 vérités à François Hollande, hop, il était évacué aussitôt. Alors on va aller voir la vraie France, les vrais gens, mais en même temps on a un peu peur des vrais gens. Il y a un paradoxe là. Ça, il prend certainement pas le risque d'avoir à dire casse-toi pauvre con parce que personne peut l'approcher. Alors là, eh bien, on y revient tout à l'heure au Pays d'Hollande. Hollande un peu chahuté à Dijon et surtout un service d'ordre qui avait des consignes très strictes. Mais pour l'heure, notre opération concilier croissance économique et bien-être de la population. 10h, 13h. C'est avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Alain Marchal, Olivier Truchot. Si on ne peut pas faire d'affaires ensemble, on se serre la main et puis voilà. Les grandes gueules. Et si nous on disait non? Merci d'être fidèles aux grandes gueules en direct sur RMC jusqu'à 13h. Merci et bon courage à vous. Si vous êtes dans le nord et l'ouest du pays bloqué par la neige, restez branchés sur RMC. Un nouveau point sur les difficultés dans une vingtaine de minutes. Nous accueillerons à 12h30 Christine Boutin, la présidente du Parti chrétien-démocrate. On évoquera notamment le choix du nouveau pape, le conclave cet après-midi, mais aussi l'actualité politique. Que pense-t-elle par exemple de ce déplacement de 48 heures de François Hollande
à Dijon, et pourquoi pas aussi du retour probable, attendu, souhaité, souhaitable de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française. C'est pas sûr d'ailleurs qu'il l'ait vraiment quitté, la vie politique française. Allez, 12h09 avec Gilbert Collard, notre député avocat, Philippe Gabillier, le coach en entreprise, et puis l'éducateur Étienne Liebig. Je voudrais qu'on s'arrête un instant, mes chers grandes gueules, sur cette proposition, parce que c'est dans l'actualité. Vous savez qu'un nouveau groupuscule terroriste a été interpellé hier à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, des djihadistes français, nationalité française, qui voulaient commettre des attentats. Alors ils avaient mis un drapeau djihadiste sur le toit de leur maison, salafiste précisément. Bon, c'était pas des grands malins, mais enfin visiblement ils étaient quand même dangereux. Alors on va écouter le procureur, et puis ensuite je vous fais part de cette proposition du député. Les investigations ont démontré qu'on se trouvait face à un véritable laboratoire de confection d'engins explosifs improvisés, et la teneur des messages échangés entre les participants, même si on n'avait pas d'indication sur un projet précis, laissait supposer que les choses pour le calendrier criminel pouvaient s'accélérer. Donc c'est effectivement ce qui a conduit le parquet de Paris et la DCRI à hâter les choses pour procéder à l'interpellation de tous ces gens jeudi dernier. Voilà, alors il y a une proposition, c'est celle de ce député UMP Philippe Meunier, qui était venu un jour dans les grandes gueules, et qui propose la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. Philippe Meunier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans le train et vous êtes ralenti comme beaucoup de gens par la neige. Oui, je comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Par les camions sur l'autoroute, on a quelques kilomètres de Paris, mais les joies de la SNCF. Ah ben la SNCF, de toute façon, ça ralentit toujours pour une bonne raison ou une mauvaise raison, mais bon. Alors, vous êtes député UMP de la 13e circonscription du Rhône. Oui. Pourquoi proposer la déchéance de nationalité? D'ailleurs, est-ce que ça concernerait les interpellés de Marignane? Non, la déchéance de la nationalité dans le cadre de la proposition de loi concerne ceux qui portent les armes contre nos troupes françaises et nos forces de police. D'accord, donc ça veut dire par exemple ceux qu'on retrouve au Mali? Par exemple, ceux qu'on trouve au Mali, exactement, oui. À condition qu'ils aient deux nationalités, parce que s'ils ne sont que français, si vous enlevez la nationalité française, ils deviennent quoi, apatrides? Non, c'est intégré dans ma proposition de loi. Ma proposition de loi respecte les conventions internationales, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et pourquoi une déchéance alors? Parce que ces gens-là n'ont pas à être français, ils combattent la patrie, ils combattent la nation, ils tirent sur nos propres troupes. Donc la moindre des choses, c'est de leur retirer la nationalité française, qui de toute façon pour eux n'a toujours été qu'un morceau de papier. Alors, mes grandes gueules vont réagir et vont me dire si ils acceptent cette proposition. Gilbert Collard, t'en penses quoi? Oui, je salue mon collègue qui est dans le train, je suppose qu'il va à l'Assemblée, non? Exactement. Oui, je vous salue également, cher collègue. Oui. Moi, je suis contre la double nationalité. Bon, pour moi, on est français, on peut être français et membre d'un pays européen, mais la binationalité s'arrête là. Je suis franco-israélien, franco-américain, voilà, tout ça, t'es contre. Pour moi, on est français, point. Et une fois qu'on a la nationalité, on n'y touche pas. On n'y touche pas parce que c'est sacré, voilà. Donc, je considère que si un individu se fait arrêter pour avoir porté les armes contre nous, comme il ne serait que français dans mon idée, on peut pas le déchoir de sa nationalité. On le punit, mais on peut le mettre en tôle pour perpétuité, hein. Oui, mais mon cher collègue, c'est très joli ce que vous me dites là, mais malheureusement aujourd'hui au Mali, il y a des binationaux, donc il doit faire face à cette situation-là. Donc moi je réagis par rapport. Est-ce que c'est pas une façon de s'en débarrasser par des binationaux? Mais Philippe Meunier, est-ce que c'est pas une façon de s'en débarrasser, parce que finalement vous enlevez la nationalité française et puis c'est ensuite au pays, à l'autre pays, ils vont partir, ils vous rendez compte? Je vais vous dire, il y a deux façons de s'en débarrasser. C'est soit on les élimine sur le terrain, c'est ce qui est le cas actuellement au Mali, et j'allais dire tant mieux. Et deuxième chose, s'ils sont faits prisonniers ou s'ils se rendent prisonniers, effectivement, c'est de les déchoir de la nationalité française. Oui, non, mes chers collègues, et qu'ils soient traités par notre justice, par contre, parce que ils ont quand même des comptes à rendre à la France, mais au moins qu'ils soient tous français. Oui, mais vous vous rendez compte que si nous tombons dans le cas d'accords binationaux, on peut être amené à restituer des terroristes à des pays où ils vont peut-être être traités sur le plan pénal beaucoup mieux qu'ils l'auraient été ici. Ils vont échapper finalement de mourir plutôt. Tout dépend du pays. Philippe Meunier répond. Oui, non mais mon cher collègue sait très bien, et en plus il est avocat, donc il est bien passé dans le savoir, que dans nos prisons françaises, nous avons des étrangers. Donc un étranger qui s'attaque aux intérêts de la France ou qui viole notre code pénal peut être condamné par la justice française. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, c'est au niveau de l'application de la peine, parce que l'accord avec un pays étranger, il se situe pas au niveau de la condamnation.
Il se situe au niveau de l'application de la peine. Et vous parlez de quel accord vous parlez? Ah ben non, je dis qu'il peut y avoir, entre la France et le Tchad, par exemple, hein, on a vu qu'il y avait des accords internationaux qui ont fait que les membres de l'Arche de Zoé, je parle d'une affaire que je connais, hein, ont pu venir purger leur peine en France, comme réciproquement des Tchadiens pourraient aller purger leur peine au Tchad. Voilà. Alors, est-ce qu'on prend pas le risque? Je dis pas que j'ai raison, hein, dans ma réflexion, mais comme ça me préoccupe, je le dis. Est-ce qu'on ne prend pas le risque, si on fait déchoir de la nationalité française un ressortissant qui a une autre nationalité, de voir à ce moment-là s'appliquer un accord international qui nous l'enlèverait de nos prisons? Et vous savez très bien que déjà, dans le cadre de conventions internationales, il y a un grand nombre de pays qui n'autorisent pas l'expulsion de leurs nationaux. Ça veut dire que s'ils ont la double nationalité et qu'ils sont concernés par une situation comme celle que nous vivons actuellement, hein, dans l'hypothèse d'un conflit sur un terrain spécifique, eh bien, il y a déjà des pays qui refusent l'expulsion de leurs nationaux, même s'ils ont une double nationalité. Là, on est dans l'hypothèse où on le tient. Voilà. On le tient. Alors, je voudrais que Étienne Liebig et Philippe Gabillier donnent également leur point de vue. Alors, je trouve que ça concerne extraordinairement peu de gens. Je trouve que c'est vraiment la proposition de loi avec laquelle tout le monde va être d'accord, sauf à titiller. Non, attendez. Sarkozy l'avait proposé, ça, finalement, les députés de droite l'avaient rejeté. Oui, mais enfin, ça va concerner trois types par an. Pour moi, c'est vraiment la proposition de loi démago qui permet de se faire un petit peu repérer, donc quoi. Parce que franchement, ça n'a pas de sens. Vous trouvez normal que des Français tirent sur des Français. Mais attendez, ça concerne combien? On en a trouvé 2 pour l'instant. Vous savez, la politique est faite de principes, monsieur. Oui, ça malheureusement, on sait que c'est que des principes, la politique. Eh ben, heureusement qu'il y a encore des principes en politique. Ça, on a vu que c'était que des principes, il n'y a pas de réflexion. Et s'il s'agit que 3 individus par an, eh bien, je vais vous dire. Ça vaut le coup de faire une loi pour 3 individus par an? On n'a pas à accepter que des nationaux tirent sur nos soldats français. Mais c'est ce que je dis. Vous êtes en pleine démagogie. C'est tellement évident ce que vous dites. Si c'est pour vous de la démagogie, mais oui, bien sûr. Ça vous permet de vous faire remarquer, à mon avis, c'est pas plus que ça, hein, honnêtement. Et bien, vous en parlez à nos militaires. Ok? Alors là, vous utilisez le vieux truc. Vous sortez des. Mais oui, il y a que vous qui êtes triste quand un militaire meurt. Vous sortez sur le terrain à côté de nos militaires et puis on en reparlera. Mais il y a que vous qui êtes blessé. Il y a que vous qui êtes touché quand un militaire meurt. Philippe Meunier, moi je voudrais savoir, Philippe Meunier, pourquoi Nicolas Sarkozy, qui avait fait cette proposition, alors c'était pour ceux qui tiraient sur les policiers, les assassins de policiers, c'était à Grenoble en 2010, il avait proposé la déchéance de nationalité. Et à l'époque, quand même, il y avait eu un recul du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est pas du tout la même proposition de loi, vous l'avez bien noté. Oui, enfin, c'était pas du tout la même proposition de loi. C'est une autre proposition de loi. C'est en réponse à la situation que nos troupes françaises sont en train de subir aujourd'hui sur le théâtre d'opération malien, mais qu'elle subira d'ailleurs sur d'autres théâtres d'opération, parce que vous savez qu'il y a aussi des Français aujourd'hui dans d'autres pays, des djihadistes qui sont présents, et que de toute façon, on sera confronté à cette problématique de plus en plus fortement dans les années à venir. C'est une réalité. Philippe Gabillier voudrait réagir. Moi, je suis, pour le coup là, Étienne, je suis étonné par ta virulence sur ce truc-là. Je comprends que qui est derrière des principes ok, mais de fait, moi je connais pas très bien ce dossier. Effectivement, il y a sûrement des problèmes juridiques derrière au niveau de l'extradition, qu'on extrade pas les mecs dans un endroit où ils vont se faire exécuter dès qu'ils vont arriver. Ok. Mais sur le principe, honnêtement, un type qui a la double nationalité, c'est la partie française de la nationalité. Dans les cas dont on parle là, on pourrait, si on était mauvais esprit, considérer qu'il a eu un peu de façon tactique, quoi. Hein. Il en a rien à foutre de la France. Il veut avoir la nationalité française. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas scandaleux que le gars soit déchu des droits civiques. Mais c'est même tellement évident que c'est complètement idiot. C'est pas le cas aujourd'hui. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça concerne 2 mecs par an. Et qu'on va faire un projet de loi pour ça. Je trouve ça absurde. Mais pourquoi on devrait supporter 2 individus qui utilisent la nationalité comme un moyen de s'infiltrer? Il n'y en a peut-être pas que 2. Et puis, en tout cas, il y en a que 2 qui ont été échauffés. On va faire une loi pour 2 mecs. Attendez, régulièrement, on en attrape. On en a attrapé en Syrie, on a attrapé en Afghanistan. Si, régulièrement, on a attrapé des Français qui étaient partis de France pour faire le djihad. Et je te ferai remarquer que Mera avait la nationalité française. Mais ça n'a rien à voir. Et algérienne. Mais donc, t'es quand même d'accord. Mais justement, ça n'a rien à voir. C'est à l'intérieur, justement. Ça n'a rien à voir avec ce que nous dit le député. Enfin, il a quand même tué des soldats. Non, mais
Alors justement, tiens, Philippe Meunier, Mera, qu'est-ce qu'on fait pour Mera alors ? Moi, à l'époque, j'avais demandé qu'il soit déchu de la nationalité française. Je vais préciser quelque chose à mon interlocuteur que je ne connais pas, qui, pour des questions de principe, considère que c'est pas utile de le faire. Étienne Liebig, éducateur. Sur l'article 25 du Code civil, concernant la déchéance de la nationalité, il y a différentes possibilités, notamment la possibilité prévue pour ceux qui trahissent la patrie, c'est-à-dire qui collaborent avec une puissance étrangère. Il est déjà prévu dans le Code civil la déchéance de nationalité pour ce cas-là. Ça correspond à très peu de personnes, mais c'est prévu dans le cas dans le Code civil parce que c'est nécessaire de non, c'est pas ça n'a rien à voir. C'est par exemple quand vous avez un Français qui collabore avec la service secret. Non, mais j'imagine que ça a été voté après la guerre parce qu'il y avait des cas, il y avait de nombreux cas de trahison. Mais il y en a encore des cas de trahison. Mais le problème n'est pas là. Le problème est d'avoir un Code civil qui remplisse le champ d'intervention qui correspond à la situation de notre pays. Donc il y a la déchéance de la nationalité qui existe pour la trahison envers la patrie suite à une collaboration avec une puissance ennemie. Dans le Code civil, il n'est pas prévu de déchéance de la nationalité ceux qui prennent les armes contre leurs compatriotes parce que jusqu'à présent ça ne s'est jamais vu, parce que jusqu'à présent nous n'étions pas confrontés à cette situation-là parce qu'il n'y avait pas de naturalisation massive comme on a eu, et notamment de naturalisation de personnes qui n'ont rien à faire. Les Français qui ont pris les armes contre les Français, ça s'est jamais vu, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il y en a eu des milliers pendant la dernière guerre, des Français qui ont pris les armes contre les Français. Mais redescendez sur terre un peu, regardez la situation, ouvrez les yeux, et puis vous verrez ce qui se passe dans le pays. C'est pas un phénomène nouveau. Et je vous le dis dans l'article 25 du Code civil concernant la déchéance de la nationalité, il n'est pas prévu de déchéance de la nationalité française des Français qui portent les armes contre nos troupes françaises. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où ça a été rédigé, ça ne s'est jamais vu. Et pour la première fois, on le voit. Et c'est la raison pour laquelle il faut stopper ça très vite. Et en tous les cas, pour nos militaires qui sont engagés sur le terrain, on ne peut pas continuer à avoir des Français. Vous pensez que ce sera dissuasif? Vous pensez que ce sera dissuasif? Justement, avant de donner la parole à Philippe Gabillier, c'est cette réaction que j'ai de Jean-Jacques, auditeur, et qui nous écrit: vous pensez que déchoir la nationalité française les empêcheront de commettre des attentats? Ces gens sont prêts à tuer massivement et ils s'en foutent un peu de leur nationalité à ce moment-là. Mais bien sûr, mais ça n'empêche pas de les traiter pénalement ou sur le terrain militairement. Oui, mais c'est la menace. C'est une question de principe. Oui, mais l'avantage de ce type de loi, c'est aussi de menacer. Or là, ça ne menacera pas grand monde. Je n'accepte pas, en tant que Français et représentant de la nation française, c'est-à-dire parlementaire, d'avoir au sein de notre nation des personnes qui ont la même nationalité que la mienne et que la vôtre. Mais alors battez-vous pour qu'il n'y ait plus de double nationalité en dehors du cercle européen. Mais je ne suis pas favorable à la double nationalité. Voilà. Vous n'êtes pas favorable, parfait. D'accord, Philippe Gabillier. Non, moi je voulais juste savoir, parce que je connais pas du tout le dossier, mais Philippe Meunier, vous le connaissez sans doute beaucoup, et pour cause mieux que moi. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens ou occidentaux qui ont des législations sur ces problèmes de double nationalité ou ces problèmes de déchéance de nationalité beaucoup plus restrictives que la nôtre? Alors, par rapport au droit comparé, je n'ai pas étudié la déchéance de la nationalité appliquée dans le cadre des autres pays européens, et notamment par rapport à ceux qui sont amenés à porter des armes contre leurs troupes nationales. Donc ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a très peu de pays européens qui envoient aujourd'hui des soldats en opération extérieure, mis à part peut-être la Grande-Bretagne, mais qui, au niveau du code de la nationalité, a un droit qui est beaucoup plus restrictif que le nôtre. Donc, je pense qu'elle n'est pas concernée de la même façon que la France, puisque je vous rappelle quand même que nous naturalisons des centaines de milliers de personnes, plus de 100 000 par an, et que forcément, dans l'ensemble, il y a des personnes qui sont naturalisées, j'allais dire automatiquement, et qui ne se sentent pas français, et qui en plus sont des ennemis de la France. Donc, je pense pas que la Grande-Bretagne soit dans cette situation-là. Merci Monsieur Meunier, merci, et bonne fin de parcours en TGV, en espérant que le TGV aille plus vite pour vous conduire jusqu'à l'Assemblée nationale. Vous rejoindrez tout à l'heure Gilbert Collard. À tout à l'heure. 2-3 réactions par mail sur cette proposition d'échéance de nationalité pour donc les djihadistes qu'on prend notamment du côté du Mali, qui sont français et qui ont une autre nationalité, notamment peut-être malienne. Réaction de Frédéric: bonjour les grandes gueules, et si on supprimait carrément la double nationalité? C'est ce que propose Collard. Au bout d'un certain temps de probation, on demanderait aux immigrés s'ils veulent prendre la nationalité française ou garder la leur. Alors, par exemple, Carla Bruni, qui était franco-italienne, vous voudriez que Carla choisisse entre ces deux nationalités? Pas dans l'Europe. Ah non, l'Europe, vous excluez l'Europe. Bon. Franco-américain, on n'a pas le droit non plus. Non. Mais qu'est-ce qui vous gêne? On exclut l'Amérique. Juste franco-algérien. Moi, voilà, c'est ça. En fait. Juste algérien. Non. Moi, je suis absolument contre la double nationalité, qu'elle soit algérienne, américaine, russe. Je m'en fous. Ça donne un double pouvoir, notamment le droit de vote. Pays. Moi, je suis contre le droit de vote. Tu n'as qu'un pays, tu n'as qu'une patrie, tu n'as qu'un amour. Voilà.
Arthur du 94, pourquoi pas la déchéance pour les gens qui disent des conneries? Cette proposition est démagogique. Il y a certains qui doivent voyager un peu, découvrir ce qui se fait ailleurs. Mais il est déchu, car ce ne sont pas ce type de propositions à deux balles qui vont régler le problème. Oui, parce que dans ce cas-là, tu peux l'étendre. On est d'accord sur le fait qu'on n'a pas envie d'avoir comme concitoyen français un djihadiste, mais moi j'ai pas envie d'avoir un pédophile comme concitoyen français, j'ai pas envie d'avoir un tueur d'enfants, je ne sais rien. Donc après, c'est un peu la porte ouverte aussi. Ce qui est il y a plus de tueurs d'enfants que de djihadistes. Dès l'instant où t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est un abruti, quoi. Bon, il a le droit parfaitement de ne pas partager l'opinion de ce député, mais en disant qu'il faut déchoir de leur nationalité les cons, il se déchoit lui-même, quoi. Il y a pas beaucoup de Français. Ça me fait penser à l'ancienne candidate qui était contre moi aux législatives, qui arrête pas de dire des conneries, qui traite les autres de cons, quoi. Allez, on va laisser la proposition de Philippe Meunier pour s'intéresser surtout à Camille au 32-16 qui voudrait interpeller une grande gueule. Les GG et vous, Camille, bonjour. Oui, bonjour les GG. Alors Camille bonjour. Au masculin, de Seine-Saint-Denis, chef Camille au d'équipe. masculin, Alors, comme Camille Desmoulins, c'est bien Camille masculin. Chef d'équipe, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas un métier en soi, chef d'équipe. Vous êtes dans quel secteur? Eh bien, je suis dans le secteur nord, c'est-à-dire Rosny-sous-Bois, Bagnolet, c'est-à-dire je m'occupe de A3, de Bagnolet jusqu'à Gare au Nord. Vous travaillez à la DDE en fait. En fait, il faut arrêter de dire DDE, parce que vous savez, depuis la décentralisation, les DDE, ça n'existe plus. Le seul département qui a encore une DDE, je crois, si je ne me trompe pas, c'est la Guyane. Ou la Guyane. Alors, il faut arrêter les DDE, ça n'existe plus. D'accord. Alors, vous vouliez interpeller quelle grande gueule? Depuis la décentralisation, les routes nationales, certaines routes nationales, comme vous le savez, ont été transférées au CG, c'est-à-dire au Conseil général. Dont acte, vous avez raison. On dit plus DDE, on a bien compris. Maintenant, vous voulez interpeller quelle grande gueule? Les DDE n'existent plus. Maintenant, ce sont les conseillers généraux qui ont les compétences de certaines routes nationales. Et c'est là que les gens font l'amalgame. On ne dit plus DDE, Camille, hein? Non, on dit plus DDE. Il n'y a qu'un département en France qui a DDE. Je crois que c'est la Guyane, si je ne me trompe pas. Soit la Guyane, soit la Réunion, mais c'est un des deux. Mais sinon, maintenant, il n'existe plus de DDE. Camille, donc, on est bien clair, hein, la DDE n'existe plus. Non, voilà. je vous taquine, Camille. Vous vouliez interpeller non, parce que Maître Collard, bon, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour lui. Bonjour, Maître Collard. Bonjour. J'ai beaucoup de respect pour lui. Dites-moi, vous êtes le seul d'abord, donc je vais vraiment vous encadrer, hein. Non, parce que question respect, honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je suis très en colère contre vous, mais une colère démocratique quand même. Ah, c'est bien, voilà. Parce que vous avez le droit de dire ce que vous dites, mais moi aussi j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous, Maître Collard. Mais bien sûr. Voilà. Parce que moi, j'écoute les GG assez souvent. J'arrête pas d'entendre qu'on tire à boulet canon sur les fonctionnaires, sur les services publics. Par contre, aujourd'hui, j'entends tout le monde qui réclame, oui, où sont les agents de service public? Maître Collard, savez-vous que moi, en tant que chef d'équipe à la direction des routes d'Île-de-France, j'ai été mobilisé depuis 23 heures. Les agents sont sur le tas. Nous avons fait, dans notre jargon, un pré-curatif de 23h à 3h du matin. C'est-à-dire qu'un pré-salage, ça s'appelle. Vous étiez sur le terrain. Un pré-salage, c'est-à-dire un pré-curatif. Après, de 6h du matin, quand la neige vraiment a commencé à tomber, nous avons fait un curatif, c'est-à-dire là nous avons passé à la vitesse supérieure. Nous avons lancé nos 3 saleuses sur nos 3 circuits. Alors quand les gens, j'ai entendu le monsieur là qui est chef d'entreprise qui disait qu'il n'a pas vu une saleuse, il faut qu'il arrête parce que vous passez sur les autoroutes dont nous avons la charge, nos 3 saleuses tournent. Mais il faut que les gens fassent bien attention que le département, c'est pas nous qui salons les anciennes routes nationales. Il faut que les gens Camille, Gilbert Collard va vous répondre maintenant, s'il reste peu de temps. D'abord, Camille, on est bien d'accord, vous ne faites pas partie de la DDE. Non, arrête. Non, mais moi, je ne voulais pas m'en prendre à vous, ni à l'ancienne DDE, hein. J'ai simplement dit que, dans certains endroits, notamment de Paris, et puis tous les amis qui sont là ont pu le constater, et notre ami
Claire au Petit, qu'on a eu au téléphone, en a témoigné. Il y a des endroits où rien n'est fait, voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que à tel endroit rien n'est fait, vous soyez tous responsables de ce qui n'est pas fait, qu'on se comprenne bien. Hein. Moi, je prends acte de ce que vous êtes debout depuis 23 heures et je rends hommage à votre boulot. Hein. Mais les témoignages... Si vous me permettez, Maître Collat, si vous me permettez, je vous en prie. Vous savez, maintenant, on peut nous contrôler parce que depuis l'épisode neigeux de 2010, Madame Francisco, l'ancienne ministre c'était Francisco Morizet, je m'appelle plus son nom, c'était notre ministre de tutelle. Elle nous a mis des GPS sur les camions. Et là, les gens peuvent venir voir, on peut voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a, nos mouvements. Il faut que les gens arrêtent parce que j'en ai marre d'entendre que avant, les agents de la DDE qu'on disait, c'était 10 doigts engourdis, nous faisaient plein de blagues sur nous. Alors, Camille, maintenant, il faut savoir on l'a bien compris, Camille. Je vous arrête parce que le temps presse et je vous 10h, 13h. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, plein emploi. Et troisièmement, plein emploi. Personne peut le faire taire. Alain Marchal, Olivier Truchot. Si on n'arrête pas de supprimer des emplois, alors assez de baratin. Les grandes gueules. Faut se réveiller, quoi. Les grandes gueules en direct jusqu'à 13h sur RMC. Vous êtes bloqué par la neige. Eh bien, écoutez, les GG, on va essayer de vous faire oublier vos soucis aujourd'hui. Bien au chaud avec Étienne Liebig, l'éducateur, Philippe Gabillier, le coach en entreprise, et notre avocat député Gilbert Collard. Je vous donne le menu jusqu'à 13h tout à l'heure pour parler du pape et de la politique. Christine Boutin sera mon invitée. Une vraie grande gueule, présidente du Parti chrétien-démocrate. Avant cela, nous essayerons de voir si la proposition de ce député UMP est totalement nulle ou intéressante. Il propose la déchéance de nationalité pour les djihadistes binationaux. C'est vraiment dans l'actualité alors qu'on vient de démanteler un nouveau groupuscule terroriste du côté des Bouches-du-Rhône à Marignane. Faut-il cette déchéance de nationalité? Le député sera avec nous et vous pourrez prendre parti, mes chers grandes gueules, tout à l'heure à midi. Avant cela, nous parlerons du conclave puisque les 115 cardinaux électeurs vont entrer en conclave cet après-midi. Mais alors le mode opératoire, c'est vraiment un autre temps. Hein. J'ai envie de dire même un peu ringard cette façon de faire. Vous trouvez pas? Bah tiens, on en parlera tout à l'heure. Tu t'auras le droit de me le dire si tu veux. Attendez, allez-y au 32-16 et on en parle à 11h20. Mais tout d'abord, mes chers grandes gueules, empruntons le pays d'Hollande. RMC, les grandes gueules. Moi, président de la République. Au pays d'Hollande. Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, suite et fin du voyage en 2 jours de François Hollande à Dijon. Il a dormi sur place à la préfecture et il reprend le chemin de ses consultations dijonnaises, mais parfois ça se passe pas très bien. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? Voilà, et puis après ce type-là qui hurlait, interpellait le président s'est fait dégager par le service d'ordre. Pourtant, François Hollande exprime dans la presse locale ce matin sa volonté d'écouter tout le monde. Tous ceux qui veulent m'interpeller peuvent le faire, c'est ce que dit le président de la République. Le problème, c'est que visiblement son service de sécurité n'a pas les mêmes consignes, Étienne Liebig. Moi, déjà, faudrait voir parce que entre le service de sécurité qui obéit à des consignes très strictes, quel que soit le président, une personnalité comme le président et les hommes politiques, effectivement, ils sont hyper protégés. Alors, je ne sais pas si c'est directement François Hollande qui est responsable de ce qui s'est passé dans le service de sécurité. Mais une chose est sûre, pour moi, c'est beaucoup plus grave d'envoyer la police devant Goodyear que d'envoyer quelqu'un qui protège le président. Il y a quelque chose là de toujours une déception quand la gauche est au pouvoir, mais c'était déjà arrivé en 81, je veux dire. On imagine que la gauche va être différente dans ses rapports au peuple et moins monarchique, c'est-à-dire moins cette sensation. Et encore, le roi descendait parfois dans les rues et avait des contacts avec les habitants. Là, on a vraiment l'impression que depuis De Gaulle et même après, et puis même avant, aujourd'hui, les hommes qui dirigent ne peuvent plus avoir contact direct avec la population, et quel qu'il soit. Et c'est dommage que la gauche ne puisse pas répondre de façon tout à fait
normal. On voudrait quoi? On voudrait que François Hollande soit dans la foule, interpellé, de la même manière qu'on voudrait que les ouvriers de Goodyear puissent discuter et qu'on leur envoie pas systématiquement les cordons de CRS. Non, attends, avec ce qu'ils envoient sur la gueule des CRS, pardon. Peut-être parce qu'il y a des CRS. Je t'en prie quand même, il y a des CRS, parce qu'il faut aussi... pas eu de CRS. Mais il faut maintenir l'ordre, cher ami. Ça peut pas être le bordel comme tu le rêves. C'est la question que je pose. C'est deux choses différentes. Les flics chez Goodyear et puis là, le service d'ordre du président, c'est quand même autre chose. T'as un service d'ordre de protection de personnalité. Là, je suis navré. À partir du moment où le président, tout normal qu'il est, il fait prendre le risque, en faisant ce qu'il fait, là c'est clair, il fait prendre le risque à son service d'ordre d'avoir affaire à des débordements. Enfin, là, c'est logique, simplement qu'il vient interpeller en disant vos promesses, monsieur le président. Mais puis en plus, le type, il dit rien. Bah alors pourquoi l'évacuer? Mais attends, je ne connais absolument pas, moi, les consignes du service de sécurité. La caractéristique de un service de sécurité de président de la République, par définition, est parano. On parlait du principe de précaution tout à l'heure. Attends, ben voilà, bien évidemment. Mais alors dans ce cas-là, il faut pas dire qu'on va voir les vrais gens. Mais bien sûr qu'il faut pas le dire. Mais où est-ce qu'on a vu que celui qui avait trouvé la bonne distance avec les Français, c'était Mitterrand et De Gaulle d'ailleurs. De Gaulle, Mitterrand, très bien. Après, à partir du moment où tu es président, que ce soit d'ailleurs Giscard qui a fait des il a commencé avec les éboueurs, ça a été mal vécu. Qui recevait chez lui. Chirac avait quand même un très bon, il avait ça, pour ça fonctionnait bien. On a bien vu que Sarkozy, je suis pas sûr que ça le passionnait au départ. Il y a eu les débordements du salon de l'agriculture et après, dès qu'il se dépassait quelque part, il y avait 250 000 CRS. C'est peut-être regrettable. On est dans un décorum 5e République où le président. Donc il faut arrêter ce type de déplacement alors. Moi je trouve que ce type de déplacement, surtout la mise en scène qu'il y a derrière, parce que je vais te dire, c'est pas pour aller au devant des Français, c'est pour faire de la com, pour passer au JT. Faut arrêter. Gilbert Collard. La gauche n'aime pas le peuple. Je crois que la démonstration est faite. Le saucisson non plus. Attendez, Gilbert termine. Enfin, on a critiqué Sarkozy et parfois à juste titre, parce que dans son contact direct avec les gens qui venaient le voir, il répondait du tac au tac et d'une manière un peu brutale. Et parfois il n'y a pas de contact parce qu'il y a tellement de CRS. Non, mais le contact il a quand même existé puisqu'on lui a suffisamment reproché le Karcher, le Karcher et puis après casse-toi pauvre con. Bon, il s'agit de savoir ce qu'on veut. Alors, où on veut entrer en contact avec le peuple et on s'expose à entendre ce que le peuple a envie de dire et il a le droit de le dire. Et aucun policier de France ne peut empêcher un citoyen de dire ce qu'il a envie de dire tant qu'il n'y a pas de grossièreté, tant qu'il n'y a pas de violence. C'est inacceptable qu'un citoyen qui dit au président « Vous ne tenez pas vos promesses » ou alors « Et vos promesses » se fasse appréhender. C'est une atteinte à la liberté d'expression et c'est quand même évident que c'est sous le gouvernement socialiste que ça se produit. Alors, je sais bien qu'ils encensent Monsieur Chavez, il encense, et c'est pas pour rien. En réalité, ce qui leur fait plaisir, c'est que le peuple soit traité comme le faisait le dictateur. T'es un clown, loin. Collard. Non mais, t'es un véritable clown. Je suis un clown parce que toi tu es un vrai cirque, tu vois. Et quand il y a un cirque, il faut un clown. Tu dis n'importe quoi. Etienne Liling, pourquoi il dit n'importe quoi? Pourquoi il dit n'importe quoi? Attends. Le président de la République. Je ne comprends pas. Pas en même temps. Attendez, pas en même temps. On n'entend plus rien. Je ne comprends pas pourquoi, quand on dit quelque chose qui te déplaît, tu te permets de traiter l'autre de clown. Mais clown, c'est un propos de pitre, mon vieux. Ben peut-être. Qui est un pitre intellectuel. Ça me vexe pas, tu vois. Mais moi, clown, ça me vexe pas. Mais moi, ça me vexe pas. Quand je vois le chapiteau, quand je vois le chapiteau vivant que tu représentes, Zabatou tout seul. D'accord, Gilbert. Alors, Etienne Liebig, t'expliques pourquoi il estime que tu es un clown. Alors, mais parce que le président de la République est la personne la mieux gardée de France, évidemment. Le service. Non, la preuve, c'est qu'il y a une tierce personne qui peut lui dire mais ça te dérange qu'on dise à Hollande qu'il n'a respecté aucune promesse? Pas du tout, au contraire. Bien sûr. Est-ce que je peux parler? Alors, Gilbert, laisse Etienne parler. Je sais bien que l'extrême droite ne peut pas parler les gens. Est-ce que tu peux me laisser parler? L'extrême droite, elle empêche les cons de s'exprimer. Voilà. Pas d'insulte. Et je te range pas dans ce Ah bon? Donc je te laisse exprimer. Merci beaucoup. Donc pourquoi t'es un clown? Mais parce que le président de la République est la personne la mieux. J'ai pas Hollande dans mon cœur et je trouve complètement dommage que la gauche ait pas pu négocier avec les ouvriers licenciés de Goodyear et soit obligé d'envoyer les cordons de CRS. Ça me débecte. Donc je soutiens pas ce gouvernement socialiste. Je soutiens pas cette gauche. Et je dis simplement que ce bonhomme est certainement la personne de France la mieux protégée et que quel que soit le président de la République pratiquement dans tous les pays démocratiques d'ailleurs, à peine on sent dans la salle qu'il y a la moindre animosité envers le président et qu'il y a
une peur qu'un type se précipite sur lui, immédiatement il y a 27 personnes qui lui tombent dessus. Je dis que c'est anormal. Et ça te plaît, non, ça ne me plaît pas du tout. Je dis simplement que c'est pas une affaire de temps. Contrairement à toi, je dis simplement que c'est pas une affaire de gauche et de droite. Je dis simplement que c'est une affaire de protocole du président de la République, et que ce soit Sarkozy ou Hollande, ça ne change rien. Je disais que t'étais un clown parce que prendre l'exemple Chavez, qui précisément était un homme qui passait son temps au milieu du peuple et qui était avec un peuple très surveillé. Attends. Non, il était. C'est exactement. Les images Castro. Mais non, les images qu'on y voit, les images qu'on voit de Chavez sont celles d'un président dans son peuple. Pour clore le débat là-dessus, il vaut mieux être un clown qu'un croque-mort, hein. Mais te vexe pas. Mais je me vexe pas. Mais clown, c'est pas méchant, c'est gentil. Venant de toi, ça ne peut pas me vexer. Messieurs, on retombe un peu là la tension, là. On fait baisser la tension. Juste une proposition, tu vois, calme. Vas-y, Philippe. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est le traitement de c'est un incident merdique. Mais le traitement par les médias. Par exemple, tu vois, là où on voit que mine de rien ça a du sens, tu veux, Gilbert, quand même, c'est que tu lis aujourd'hui Libé te dit attends, c'est pas, on va pas un peu faire une histoire, c'est pas. À la côté, t'as le Figaro qui va foncer, on se rend pas compte, voilà comment on traite les gens. Ça veut donc bien dire que, quelle que soit la raison, les gens qui ont gueulé, ils se sont fait bousculer un peu par la police, je pense pas qu'ils étaient maltraités. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a du, si tu veux, ça fait sens. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et je suis d'accord sur le fait que l'histoire, je pense effectivement que, non pas la gauche, attention, je pense que le Parti socialiste, les socialistes militants, sont des gens qui, en grande majorité, sont très très loin de ce qu'est la population réelle. Je le crois, je le regrette. Mais au-delà de ça, profondément. Au-delà de ça, moi je m'interroge sur cette façon un peu désuète de faire de la politique. On va voir les vrais gens parce qu'on se rend compte qu'on est impopulaire et que le pouvoir enferme. Alors c'est un bunker, l'Élysée. Donc on va voir les vrais gens. On programme une visite dans une ville de province et puis ensuite on dit, voyez, j'ai été voir les vrais gens. Moi je trouvais ça ridicule. J'ai dit même ici à ce micro du temps de Sarkozy, parce que d'autant plus que là il y avait tellement plus, il y a plus de vrais gens, il y avait que des CRS. Mais je trouve tout autant ridicule de nous expliquer que François Hollande va dormir dans le lit de Général de Gaulle en préfecture. Enfin, c'est un côté années 60, mais aujourd'hui on est en 2013 et voilà. Moi, mais ça ne peut rien faire d'autre que du symbolique. Oui, mais c'est symbolique. C'est un mauvais symbolique, mais aujourd'hui, si tu es François Hollande et si tu veux pouvoir passer, si tu raisonnes en termes de communicants, si tu veux, si aujourd'hui tu veux faire le JT de Pernod, t'es obligé d'avoir fait ça. Mais non. Fais autre chose. Non mais c'est pas faux ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a une exploitation, médiatique, mais il y a quand même une réalité, c'est que on pourrait par définition penser qu'un pouvoir qui se dit socialiste, qui se dit donc proche du peuple, pourrait avoir... Tous les pouvoirs sont censés être proches du peuple. Donc t'es en train de nous dire qu'il y a que la gauche qui est censée être proche du peuple. Non, je ne dis pas qu'il y a que la gauche qui est proche du peuple, je dis qu'elle est censée être plus proche que les autres représentations politiques. Parce que c'est dans son histoire, sa définition et tout ça. Bon, je suis d'accord. Alors, on pourrait, si tu veux, ce qu'on peut ne pas attendre d'un Sarkozy, par exemple, on pourrait l'attendre. Mais pourtant, il faisait un déplacement tous les 2 jours. Tu dis la même chose que moi, exactement. Non, mais sauf que le point où on n'est pas d'accord, c'est que toi, tu dis, il y a un tel service d'ordre que si un type crie, il est tout de suite appréhendé. Eh ben, Hollande devrait faire en sorte que si un type crie, il ne soit pas appréhendé. Je suis d'accord. Voilà, on est d'accord. Alors, on va passer à autre chose. Alors là, moi aussi, je suis d'accord, on est tous les trois d'accord. Et qu'on n'envoie pas des flics contre les ouvriers. 11h17, tout le monde est d'accord. Faut-il encore que les ouvriers n'aillent pas casser les entreprises? C'est autre chose, les gars, là, attendez. Bravo, très bien. On passe au goût dur, c'est autre chose. 11h18, vous êtes 11h18 maintenant et vous êtes tous d'accord. Ça fait quasiment 45 secondes. Donc profitons-en. Le Saint-Esprit habite les grandes gueules. Non, ils sont tous d'accord avec moi, je te fais remarquer. Alors, attendez. Maintenant, je voudrais quand même essayer de comprendre, parce que nous avons un député de la République aujourd'hui dans les grandes gueules, le bonus écologique. J'ai essayé de comprendre, c'est ce bonus malus. Voilà, c'est donc un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, je vous rappelle l'histoire, et qui instaure donc un bonus malus sur la facture d'énergie à compter de 2016, afin de favoriser la sobriété énergétique, pour reprendre les mots de la ministre Delphine Batho. Alors, visiblement, tout le monde n'était pas d'accord. J'ai vu que l'opposition et les communistes ont voté contre.
c'est assez amusant d'ailleurs. Et toi, Gilbert, tu votes comme les communistes. Et souvent. Et le bonus-malus. Alors, si j'ai bien compris, attendez, parce que c'est vraiment une usine à gaz. Et là, sans jeu de mots. Alors attends, je vais bien t'écouter, parce que si tu as compris, je comprendrai. Moi, c'est ce que j'ai lu. En tout cas, je n'ai pas compris, mais je l'ai lu. Alors, je vais vous le lire. Le bonus-malus est calculé en fonction d'un volume de base, défini à partir du niveau consommé par le quart des foyers les plus sobres, la composition du foyer, la localisation géographique et le mode de chauffage qui est également pris en compte. Les résidences secondaires seront concernées, mais avec un volume de base fixé à la moitié de la consommation annuelle d'une personne seule et qui seront seulement assujettis au malus. Écoutez, je voudrais dire aux technocrates qui a pondu ce système, bravo. Oui, là, je crois que là, il mérite une médaille. Et la traduction serbo-croate est bien meilleure. Et ce qui est formidable, c'est que, tu vois, en ce qui concerne le retocage par le Conseil constitutionnel, moi, j'avais jamais vu ça. En fait, le Conseil constitutionnel risque probablement de retoquer ce texte qu'il comprend rien. Pour manque d'intelligibilité. Oui, c'est voilà, on est sanctionné pour conneries. C'est extraordinaire. Le problème, c'est que des députés ont voté et ils n'ont pas compris. Alors, Gilbert, comment as-tu pu voter une mesure que tu ne comprenais pas? Ah non, mais quand je comprends pas, je vote contre. Ça, c'est clair, hein. C'est pour ça que tu votes contre tout le temps. Quand non, mais vraiment, je vous jure que c'est un grand moment de sincérité, là. Franchement, hein. Il y a des moments où, tout isolé que je suis, complètement en haut à droite, perdu, hein, voire à extrême droite de l'hémicycle. Bon, j'ai vraiment une position himalayenne, quoi. Je vois tout le monde. Hein. Je vois même ce qu'ils font, parce que je suis très en haut. Bon, et il y a vraiment des moments où tu as le sentiment, tu vois, violent, que personne comprend rien. Hein. Personne comprend rien. Parce que il faudrait y passer des heures et des heures et des heures pour essayer de traduire c'était fait exprès. Le texte. Hein. Ouais, enfin, moi j'ai. Reprends-le ce truc. L'idée, c'est qu'il faut établir des moyennes qui sont pas des moyennes dans l'absolu, mais qui sont des moyennes qui tiennent compte très pragmatiquement des réalités. Donc on dit une personne seule, et puis évidemment les résidences secondaires. Quels critères? Mais par contre, ça aurait plutôt dû rentrer dans notre GG-ton parce qu'en fait, c'est simplement comment récupérer un peu de pognon sur le dos des contribuables. Et cela dit, sur les aspects techniques, on est d'accord sur le fait que le truc tient pas la route, c'est une usine à gaz. En revanche, ce qui est vachement intéressant, c'est que mine de rien, le principe est peut-être très bon. Ouais, mais attends, philosophiquement, quand même, ça pose un problème. Tu vois, ça te dit un truc, ce texte. Le gaspilleur est un mauvais citoyen. Et ça, je vais te dire, c'est dégueulasse, parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus. T'as des gens, ils gaspillent, comme on dit. Je dirais, ils ont pas les moyens de faire les travaux qu'il faut dans leur appart pour qu'ils soient. Le gaspilleur, des fois, c'est parce qu'il a pas de pognon, et donc il a un plus vieux moteur, sa bagnole est plus pourrie, etc. Et pourquoi le gaspillage, c'est pas que de l'incivisme. C'est pas que de l'incivisme. Bien sûr, c'est vraiment une loi bobo. Il y a une grande inégalité par rapport à mais c'est vraiment une loi bobo, et il faut le reconnaître à un moment, ça fait mal au ventre de le dire. Mais il faut, à mes camarades verts, toutes les lois vertes c'est des lois bobos, c'est-à-dire c'est des lois qui s'adressent à la petite bourgeoisie nouvellement arrivée, qui peut se permettre effectivement à la fois de bouffer du boulgour et puis de faire des économies, d'énergie. De manger de quoi? Du boulgour, qui est le truc le plus dégueulasse qui existe et qui coûte 3 fois le prix du blé et qui simplement est fait pour une population. Philippe mange du boulgour. Ah oui, c'est pas dégueulasse le boulgour. C'est cher. Voilà, c'est très cher parce que c'est de la poussière. Pour être bien cuisiné, ça coûte cher. Ça c'est vrai. Philippe, il a perdu ses cheveux à cause du boulgour. On avait dit on n'attaque plus le physique. Mais cette station. Non, mais moi j'aime bien les verts, mais c'est vrai que c'est vraiment la petite bourgeoisie, quoi. Allez, je voudrais maintenant qu'on soit un peu sérieux 2 secondes parce que l'affaire est grave. C'est ce directeur d'école qui a 29 ans et qui a été mis en examen à Saint-Malo pour agression sexuelle sur 3 élèves, dont 2 à l'école de Meillac. Il enseignait dans cette école. Alors les parents d'élèves de l'école qui est située en Ille-et-Vilaine sont abasourdis, en colère, effarés. C'est une bombe, on tombe tous des nues. Voilà ce que disent ces parents d'élèves. En fait, on emmène nos gamins dans la gueule du loup. Et alors l'enquête, bien sûr, ne fait que commencer sur le passé de ce directeur d'école pédophile qui avait déjà été visé par une plainte en 2010, une affaire alors classée sans suite. Il a reconnu 3 agressions, mais on peut penser qu'il y en a eu d'autres. Ça vous fait penser à quoi? À ces pédophiles qui, pour être au plus proche de leur proie, sont enseignants, parfois curés, qu'on peut repérer à un moment donné, mais qu'on
ne sait pas forcément sanctionner tout de suite? Qu'il y ait des pédophiles dans les milieux qui approchent des enfants, ça c'est clair. Ouais, ça c'est évident. Le prédateur. Bien sûr. La grosse différence, et parfois même, ce sont pas des pédophiles qui vont passer à l'acte, mais qui simplement aiment entourer d'adolescents, d'enfants, etc. La différence, simplement, je redis parce que des fois c'est pas très clair. La différence quand on parle des prêtres, c'est pas une accusation contre les prêtres en disant voilà. La question c'est qu'à un moment, la question c'est la question du pouvoir qu'on exerce sur un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment, aussi. Non, mais l'instit exerce un certain pouvoir, mais temporel. Mais en plus, le prêtre exerce un pouvoir spirituel. C'est-à-dire qu'en plus, il est le représentant quand l'enfant est au catéchisme ou l'enfant il croit en Dieu. Il est aussi un représentant de Dieu symboliquement, ce qui lui donne un pouvoir encore supérieur. Maintenant, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pédophiles, c'est pas marqué sur leur front. Donc, à chaque fois, on aura la même surprise. C'est un brave garçon qui est très bon instituteur, nanana. Simplement, ce type est un pédophile. Donc, on sera toujours. Et donc, ce qui est incroyable, c'est il faut savoir qui a protégé ce type la première fois. Est-ce que l'éducation nationale a une responsabilité? Est-ce qu'il a été muté? Est-ce que l'éducation nationale a été mise au courant? Je lisais l'article dans le Parisien. Il était dans une autre école. Le directeur de l'école avait noté qu'il y avait peut-être des petits soucis, avait fait remonter le problème à l'inspection académique, mais l'affaire avait été classée. Voilà, on sent qu'il y a quand même toujours une administration qui tarde à réagir, qui veut se protéger et qui ne protège pas les enfants. Je vais te dire, Olivier, il y a quelques années dans le département, il y avait un fichier qui était une espèce de fichier anonyme. On savait pas bien d'où ça venait, mais on l'avait tous quand on était éducateur, on l'avait, et c'était des types qui s'étaient fait gauler dans les centres de loisirs, etc. pour des problèmes de pédophilie. Et on avait ce fichier. On est là aussi face à un problème, qui est ce problème de hiérarchie. Qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une hiérarchie éducation nationale ou dans religieuse, d'une hiérarchie qui va effectivement couvrir des choses. Couvrir au sens, c'est pas tellement qu'elle légitime. Elle couvre, c'est-à-dire qu'il y a des informations qu'il faudrait absolument que, là en l'occurrence, les parents aient, et les informations n'ont pas été données. Et effectivement, le type doit être bien évidemment condamné, puni, sorti du jeu, etc., sorti du circuit, ça c'est très bien. Mais on est quand même face à un système. J'ai envie de dire que c'est trop tard. Oui, mais bien sûr que c'est trop tard. Mais on est face à un système qui, il me semble quand même, c'est ça c'est quand même très grave, qui nécessite d'être. Moi, je suis père de famille, tu vois. Je suis désolé, un truc comme ça coince un peu quand même. Gilbert Collard. Ce dont on se rend compte dans toutes les affaires qu'on peut avoir à traiter, c'est que les alertes sont données et on n'en tient aucun compte. Et pourquoi ? Après, voilà, la bonne question, parce que tu as une espèce de corporatisme qui fonctionne en France d'une manière effrayante, et quand le drame arrive, on reconstitue l'histoire et on se rend compte que il y avait eu un signalement à l'inspection d'académie, il y avait eu des parents il y avait des doutes, il y avait des parents qui avaient déposé plainte, tu vois, et chaque fois, tu as l'impression que on n'a pas envie que le scandale arrive, quoi. Alors, la personne est déplacée, ou bien on sermonne les parents, et vraiment, si on faisait une étude criminologique sur l'histoire des actes pédophiliques, on se rendrait compte qu'il y a toujours des signaux qui ont été lancés. Allez, mes chères grandes gueules, nous quittons le pays d'Hollande et dans un instant, nous partons au Vatican, à Rome. Les 115 cardinaux vont s'enfermer cet après-midi en conclave, un mode opératoire qui appartient à un autre temps, puisque ça remonte au Moyen-Âge. Est-ce que c'est pas un peu ringard, cette façon d'élire le pape? Qu'en pensez-vous? Le 32-16, à tout de suite dans les grandes gueules. RMC, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules avec aujourd'hui Monseigneur Gabillier, le cardinal Collard et le père Étienne Liebig. Le conclave, le conclave, ça commence cet après-midi dans le plus grand secret. Bien chers frères et sœurs, habemus papam, habemus papam. Alors, je tiens à dire que le réalisateur sera excommunié pour cette production totalement blasphématoire. Non, le conclave, ce n'est pas Secret Story, c'est pas une émission de télé-réalité, quoique ça ressemble un peu à ça, puisqu'on enferme les 115 cardinaux à partir de cet après-midi. Ils ont signé une clause de confidentialité, pas le droit par exemple de tweeter ou d'envoyer un SMS, sinon hop, c'est l'excommunication. Et donc c'est un rituel assez strict, immuable, hérité du Moyen-Âge. Les portes sont fermées à clé, d'où l'origine du nom conclave. Les bulletins de vote
puisqu'ils votent 4 fois par jour, seront brûlés en fin de journée pour pas laisser de traces. Et guidés par l'Esprit Saint, eh bien, les cardinaux devront choisir le prochain pape. Alors tout à l'heure, j'ai osé dire que ça me semblait un petit peu ringard cette façon de procéder en 2013. Tout de suite, réaction